Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Gianfranco Agosti, professeur à l'Université de Rome La Sapienza. Bonjour, le texte que je voudrais vous présenter brièvement aujourd'hui est un pamphlet de Lucien de Samosate, Alexandre ou le faux prophète. Lucien est l'un des représentants les plus importants de la seconde sophistique et sa vie s'est entrelacée avec les grands événements du second siècle, l'âge d'or de l'Empire romain. Il était un écrivain d'origine provinciale, né en Syrie, et pour qui la culture grecque était à la fois une acquisition laborieuse et une revendication identitaire. Il fut rhétoricien, conférencier et philosophe dans la seconde partie de sa vie. Esprit caustique, il s'est chargé de démasquer les hypocrisies et les mensonges de ses collègues. En un mot, il était un intellectuel engagé, toujours prêt à nier les clichés et à rappeler la nécessité d'excelser un esprit critique. L'Alexandre, qui a été composé dans les derniers quarts du IIe siècle, est l'un des chefs d'œuvre. Le pamphlet révèle les mensonges d'un prophète autoproclamé, Alexandre d'Abunoteikos sur la mer Noire, qui, après une vie de fraudeur de seconde classe, avait fondé un culte oraculaire, dans lequel le dieu serpent Glycon, par la voix du même Alexandre, distribuait des oracles contre rémunération pour tout crédule qui venait de toute la Méditerranée et même de Rome. Une histoire vraie, comme l'ont montré les découvertes archéologiques qui ont rendu des statues du dieu serpent et des monnaies. Ces découvertes ont fait l'objet d'un article mémorable du grand historien français Louis Robert. Lucien est particulièrement féroce contre l'imposteur Alexandre. Il raconte les astuces par lesquelles les oracles ont été donnés après les événements, post eventum, les trucs avec lesquels les prophètes changeaient les mauvais oracles et son avidité pour l'argent. Mais surtout, il frappe la crédulité des gens, prêts à tout croire sans vouloir voir la réalité. Alexandre, nous dit Lucien, connaissait bien la psychologie humaine. Je vais lire deux petits extraits. Le premier, c'est un portrait paradoxal d'Alexandre. Bref, imagine-toi une âme composée des éléments les plus divers, un mélange de fausseté, de ruses, de faux serments, de pratiques frauduleuses, un génie facile, hardi, aventuré, actif à réaliser ses desseins, habile à persuader et à gagner la confiance, à simuler la vertu et à feindre juste le contraire de ses vues. Quand on les voyait pour la première fois, on ne les quittait point sans emporter de lui l'opinion qu'il était le meilleur des hommes, les plus équitables et avec cela les plus simples et les plus naturels. Outre tous ses talents, il avait le goût de grandes choses, il n'avait pas de vues mesquines et n'appliquait jamais son esprit qu'à de vastes desseins. Deuxième extrait, le commencement de l'entreprise d'Alexandre et de son copain. Comme on pouvait l'attendre des deux fripons audacieux et tout prêts à me le faire qui s'associaient ensemble, il s'était facilement rendu compte que la vie des hommes est soumise à des tyrans impérieux, l'espérance et la crainte, et que celui qui saurait à propos exploiter l'une ou l'autre arriverait vite à la richesse. Il voyait en effet que l'un comme l'autre, celui qui craint comme celui qui espère, désire nécessairement et ardemment connaître l'avenir, et que c'est par là que jadis Delphes, Délos, Claros et les Branchides avaient acquis tant de richesses et de célébrités, les tyrans dont je parlais tout à l'heure amenant sans cesse dans leurs temples des gens désireux de connaître l'avenir, qui, dans cette vue, sacrifiaient des hécatombes et consacraient des briques d'or. Roulant et retournant ses pensées dans leur esprit, ils projetèrent de fonder un sanctuaire prophétique et un oracle. Ils comptaient bien, pour peu que leur entreprise réussît, devenir bientôt riches et fortunés. Et en effet, ils y gagnèrent plus qu'ils ne s'y attendaient d'abord, et ils entrevirent bientôt un succès qui dépassait leur espérance. Et voilà la conclusion de l'ouvrage. Peut-être aussi ceux qui liront cet écrit
trouveront, ils, qu'on peut en tirer quelques profits, parce qu'ils réfutent un certain nombre d'erreurs et confirment certaines vérités dans l'esprit des gens sensés. Il y a de nombreuses raisons pour lire ce texte de Lucien, je pense. Ceux qui s'intéressent à l'histoire religieuse de l'Empire romain y trouvent des matériaux de premier rang. Ceux qui aiment la satire grecque trouveront ici un des plus beaux exemples du genre. Mais surtout ceux qui veulent comprendre la réalité d'un œil critique et distinguer entre ce qui nous est raconté et ce qui est vrai, y trouveront un grand réconfort. Lucien a été comparé plusieurs fois, et à juste titre, à Voltaire. En Italie, et mon pays, la traduction la plus célèbre de Lucien a été faite par Luigi Settembrini, un patriote du XIXe siècle, qui l'avait traduite en prison. Lucien, il dit, comme un ami affectueux, m'a sauvé de la mort totale de l'intellect. N'est-ce pas une bonne raison pour continuer à le lire aujourd'hui?